the entire agri-food sector bears the brunt of the climate crisis. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Proteste der Landwirte zeigen, wie wichtig der strategische Dialog ist. La PAC, c'est plus du tiers du budget total de l'Union européenne. We have to find a new consensus on the future of agriculture. Jingle pour ce tout dernier prix pour les 5 élevages qui étaient en compétition pour ce prix très disputé de meilleur élevage de cette édition Concours Blond 2024. Je pense qu'on peut déjà tous les applaudir. Elle s'appelle Odyssée, Néfertiti, Linette ou encore Louisa. Les blondes d'Aquitaine présentées devant les juges de la foire de Libramont sont toutes la fierté des éleveurs présents. Dans ce podcast, je vous propose une immersion dans une filière agricole souvent décriée, celle de l'élevage. Trop souvent, les systèmes d'élevage sont simplement associés à la souffrance animale et aux émissions de gaz à effet de serre, sans tenir compte des nombreux effets environnementaux positifs qu'ils procurent. Bienvenue dans ce 45e numéro de Nourrir l'Europe. Donc j'ai mis en première position l'élevage Marcourt. C'est très équilibré, c'est très chouette, très régulier, que ça soit dans la race, dans la finesse, dans les cuirs, dans les membres. Beaucoup de muscles, des bêtes qui sont aussi bien dans le muscle que dans le volume. Donc franchement, félicitations à l'élevage. Vous pouvez l'applaudir. Voilà, donc bravo l'élevage. Pour le public, dont je fais partie, ce moment est important, mais certainement pas autant que pour tous les éleveurs présents. J'ai donc tendu mon micro au gagnant de l'épreuve Blond 2024. Entendez le plus bel ensemble de bovins de la race blonde d'Aquitaine. Gagner, c'est le fruit de beaucoup d'abnégation. Et aussi, c'est une reconnaissance du travail. Ça veut dire que nos pères nous disent qu'on a bien travaillé. Et ils nous encouragent à continuer nos efforts. Et donc pour vous, l'élevage, ça reste un métier d'avenir ? Ça reste une filière d'avenir ? Ça, c'est autre chose. Oui, des petites niches avec beaucoup de difficultés, beaucoup de contraintes administratives qui n'ont rien à voir avec les compétences, ce qui fait qu'il y a pas mal d'élevages qui abandonnent parce que les contraintes sont telles que ça devient parfois très difficile de pouvoir encourager des jeunes. Mais nous avons la chance d'avoir un fils de 24 ans qui mord de dents pleines dents, donc on l'encourage. Et on lui souhaite bonne chance pour après, évidemment. De la chance, il en faut bien sûr. Mais ce que demandent les éleveurs, c'est une revalorisation de leur travail, le leitmotiv de la mobilisation paysanne début 2024. En Belgique, les initiatives qui vont dans ce sens se multiplient. C'est le cas de celle de Nicolas, avec qui j'avais rendez-vous à la foire agricole de Libramont. Nicolas Perrault, vétérinaire de formation. Je suis revenu travailler dans une coopérative d'agriculteurs, une coopérative qui s'appelle En Direct de mon élevage et qui associe une centaine d'éleveurs dans toute la Wallonie et qui vise à simplement négocier directement avec la grande surface, les petites et moyennes distributions pour avoir une meilleure traçabilité et transparence du prix. La filière élevage, elle souffre économiquement, mais elle souffre aussi de son image, c'est-à-dire qu'on a constamment l'impression que l'élevage détruit la planète et on ne fait pas de différence entre les types d'élevage. Or chez nous, c'est encore un élevage très traditionnel et qui n'est pas du tout industrialisé. Et donc il faut pouvoir le mettre en valeur. Vous avez beaucoup d'idées reçues sur l'élevage, notamment au niveau du bien-être animal. Vous avez des images qui viennent parfois même hors Europe ou alors qui sont prises sur des faits isolés et regrettables dans les abattoirs. Et alors on a l'impression, si vous voulez, que l'éleveur prend plaisir à faire souffrir sa bête, que toute la chaîne veut faire souffrir l'animal, ce qui est totalement faux, c'est évidemment l'inverse. Pour être éleveur, gagner si peu, travailler autant, il faut vraiment être courageux et passionné et surtout aimer ses animaux. Et de toute façon, une augmentation du bien-être animal dans tous les cas participe à une augmentation de la production et donc de la rentabilité. Un message qui semble avoir été entendu par les institutions européennes.
Avant de me rendre à Libramont, je suis allée rendre visite au commissaire européen à l'agriculture, Janusz Wojciechowski, dans son bureau, au 10e étage du Berlaymont. Bonjour, j'ai à rendez-vous à Bruxelles. 14h30. Okay, I'll get Commissioner Wojciechowski for you. Bonjour commissaire Wojciechowski, merci de me recevoir. Bienvenue. Commissaire, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, les politiques publiques ont favorisé l'élevage intensif au détriment du bien-être animal pour répondre aux besoins de la population. Qu'en est-il aujourd'hui ? Dans le cadre de la politique agricole commune actuelle, nous avons introduit un instrument très important pour soutenir les éleveurs de bétail, à savoir les programmes écologiques pour le bien-être des animaux. Je suis heureux que la majorité des États membres ait saisi cette opportunité, car il s'agit d'une démarche volontaire pour les États membres et pour les agriculteurs. Mais le paiement pour les agriculteurs qui ont volontairement introduit des normes plus élevées que le niveau minimum des normes de bien-être animal a augmenté. Dans la précédente PAC 2014-2020, ce montant n'était que de 1,5 milliard d'euros. Dans l'actuelle PAC 2021-2027, il s'élève à 6,3 milliards d'euros. Il s'agit par exemple des pâturages d'été. C'est plus d'espace pour les animaux dans les bâtiments. Il s'agit de l'élevage en liberté, etc. C'est aussi une très bonne chose pour la promotion de nos produits qui répondent aux normes les plus élevées du monde en matière de bien-être animal. Au cours de la présidence belge du Conseil de l'Union européenne, durant le premier semestre 2024, vous avez eu l'occasion de vous rendre sur le terrain, en Belgique, et de rencontrer des éleveurs. Qu'est-ce qui vous a marqué ? Oui, j'ai pu observer en Wallonie cette agriculture qui me tient à cœur et qui correspond à ma vision de l'avenir de l'agriculture. L'agriculture extensive avec des pâturages pour les animaux et bien sûr la sylviculture, l'agroforesterie, c'est-à-dire une agriculture durable. Et c'est absolument ce modèle qu'il faut soutenir à l'avenir. Sauf que voilà, ce modèle a encore du mal à s'imposer au niveau européen chez les éleveurs, tout d'abord, qui craignent pour la rentabilité de leur exploitation, mais aussi dans l'imaginaire collectif, où l'élevage, qu'il soit extensif ou intensif, est perçu comme une cause du réchauffement climatique. Nicolas Perrault. Les ruminants comme ils sont, donc des ruminants qu'ils émettent du méthane, un gaz qui réchauffe l'atmosphère, on estime qu'ils font partie du problème. Sauf que le ruminant, il est dans un équilibre où le méthane qu'il émet est capté par la prairie sur laquelle il pâture. Et c'est ça tout l'enjeu, c'est de dire que le ruminant, ce n'est pas juste un animal, mais c'est tout un écosystème. Cette question environnementale en général et celle du méthane en particulier, j'en ai discuté avec Léonard Théron, qui orchestrait la séance d'ouverture de la foire de Libramont. Bonjour à tous et bienvenue à la foire de Libramont. Je m'appelle Léonard Théron, j'ai d'abord commencé ma carrière comme vétérinaire rural, m'occuper de vaches sur le terrain. Et depuis une dizaine d'années, je crée des entreprises innovantes dans le secteur agricole. Bonjour Léonard. Alors, ce méthane produit par les animaux d'élevage, vrai ou faux problème ? Le méthane, c'est un carbone qui est biogénique, ça veut dire qu'il est produit par la digestion des plantes qui elles-mêmes sont issues de la photosynthèse, qui a elle-même piégé du carbone atmosphérique. Donc on est sur un cycle qui est quasiment à l'équilibre quand on respecte les sols. Ça devient problématique lorsqu'on essaye de produire de la viande sans qu'elle soit à l'équilibre avec l'écosystème. Et c'est typiquement des modèles ultra-productivistes avec des grandes concentrations d'animaux, mais qui ne sont pas du tout le modèle dominant en Europe, où on est sur ce qu'on appelle la polyculture élevage, c'est-à-dire une ferme qui à la fois a des animaux pour nourrir les sols, des sols qui nourrissent les humains et les animaux, et la boucle est bouclée. Ce que propose Léonard Théron permettrait-il de se passer des engrais de synthèse ? Avec la guerre en Ukraine, le monde agricole européen et les consommateurs ont pris conscience de la dépendance aux engrais de synthèse produits en Ukraine et en Russie, ou, autrement dit, de notre dépendance au pétrole et au gaz pour notre sécurité alimentaire. La particularité de l'élevage des grands ruminants et des petits ruminants aussi, c'est que c'est le seul engrais naturel à base d'azote et de carbone combinés. C'est-à-dire qu'on ne vient pas avec une source qui est surchargée en azote ou trop chargée en carbone, on vient apporter un substrat qui est parfaitement à l'équilibre avec les besoins du sol. Il faut qu'on travaille à une espèce d'extension du modèle à l'européenne, en tous les cas celui qu'on a dans nos latitudes, c'est-à-dire un endroit où l'élevage est en équilibre avec les sols et en équilibre avec les productions végétales.
Après avoir favorisé l'élevage intensif durant plusieurs décennies après-guerre, l'heure est aujourd'hui au retour à l'équilibre des écosystèmes. Janusz Wojciechowski, commissaire européen. Non, l'agriculture intensive n'est pas une bonne solution pour l'avenir de l'agriculture européenne. Je suis très favorable à l'élevage durable. Ma recommandation pour la prochaine politique agricole commune est d'introduire un paiement redistributif pour les exploitations mixtes durables qui pratiquent la production végétale et l'élevage. La future politique agricole commune devrait soutenir l'élevage extensif durable. Cet extrait de l'interview du commissaire européen, je l'ai fait écouter à Clotilde de Montpellier, qui depuis 2017 se bat pour une rémunération juste des producteurs. Je m'appelle Clotilde de Montpellier, je suis géographe de formation. Depuis 2017, je me suis installée comme agricultrice, ici en Wallonie, dans le Condroz, dans une ferme de polyculture élevage. Et j'ai fondé, avec d'autres agriculteurs, la coopérative Farm for Good, qui aujourd'hui regroupe une centaine d'agriculteurs belges. Bonjour Clotilde de Montpellier, merci de prendre le temps de répondre à mes questions. Avec grand plaisir, bonjour à vous, bienvenue en Wallonie, à la Foire de Libremont. Que vous inspire la déclaration du commissaire en faveur des fermes mixtes ? C'est une excellente nouvelle qui est ce projet-là. Je pense qu'il faut le nommer et ils doivent aussi nommer le projet de l'agriculture biologique derrière qui en découle. C'est un projet qui est tout aussi ambitieux que celui des fermes mixtes et qui va de pair avec ce projet-là et qui va droit dans le sens d'une agriculture résiliente et durable pour nous. Aujourd'hui, on a une communauté scientifique qui a analysé la situation dans tous les sens. On sait vers où aller. Il faut vraiment que l'Europe nous amène beaucoup plus loin dans l'ambition et que les PAC s'empilent. Ce n'est pas une année comme ça ou une autre année. Cette année-là, on a fait ça et aujourd'hui, hop, on va plus loin si on y arrive. Et donc, c'est vraiment la politique du « et ». Et ça, c'est fondamental parce qu'effectivement, les différentes orientations, c'est juste pour tuer et décourager totalement l'agriculteur et tout entrepreneur, quel qu'il soit. Au-delà des aspects environnementaux, reste une question primordiale pour les éleveurs, celle de la rentabilité économique. C'est un sujet fondamental. Le projet premier du groupe Farm for Good, c'est comment ramener de la valeur jusque dans la poche de l'agriculteur, en essayant de reconstruire des chaînes de valeur qui sont plus transparentes, qui rentrent dans le cahier des charges des industriels, pour pouvoir avoir un dialogue avec tous les maillons de la chaîne, sur les impacts et sur la personne qui produit cette matière première. Ça ne plaît sans doute pas à tout le monde, ou disons que ça bouscule un peu les codes, non ? Quel est l'argument qui fait mouche pour rallier les plus réticents à votre initiative ? Le prix. Il n'y a rien à faire quand l'industriel paye 20% de plus sur la matière première et que ça rentre dans la poche de l'agriculteur. Là, on a un engagement et une promesse qui est forte. Effectivement, il faut comprendre l'agriculteur. Il doit pouvoir gagner sa vie. Il a été souvent floué dans des filières. Encore aujourd'hui, il y a des prix qui sont juste inacceptables. Et donc, on le rassure tout de suite sur ces aspects-là. L'élevage extensif, c'est aussi le sylvopastoralisme, mis en avant durant la foire agricole de Libramont. Entendez un mode d'élevage qui concilie objectifs forestiers et pastoraux. Les deux activités contribuent à l'économie rurale, au modelage des paysages et à la biodiversité, bref, à l'amélioration de la qualité de vie. Mais cela ne va pas forcément de soi. Léonard Théron. En fait, la forêt, elle est en compétition avec l'élevage parce que ce que la forêt gagne, ce sont les prairies qui le perdent. Donc, il faut travailler à un modèle de coexistence et l'agroforesterie est probablement la première réponse. L'agroforesterie, dans l'histoire, elle servait à produire du bois de chauffage, à servir du fourrage transitoire dans les périodes de disette. Et donc, en fait, les gens étaient autonomes en chauffage et en alimentation avec une coexistence entre la sylviculture d'une part et l'élevage. Aujourd'hui, on coupe des arbres en Europe, on les transforme à l'étranger, souvent en Asie, et on les ramène en Europe sous forme de planches ou de meubles. Tous ces grands cycles avaient du sens quand le pétrole ne valait rien et quand on n'avait pas conscience de son impact. Si on veut redonner à la forêt une place en équilibre avec l'élevage, il faut qu'on revalorise la science autour de l'agroforesterie et donc les données, les modèles. Très souvent, un agriculteur se dit moi, si je mets des arbres, je vais perdre de la productivité de mes sols.
Alors qu'en réalité, on sait aujourd'hui que travailler en sylviculture va rendre 20% de productivité au sol sur à peu près 30 mètres. Avant de quitter Janusz Wojciechowski, je lui ai demandé s'il avait un message à adresser aux participants à la foire de Libramont. Son contenu est pour le moins surprenant. Tout d'abord, merci beaucoup pour votre contribution à la sécurité alimentaire dans l'Union européenne. En cette période très difficile, nous faisons tout ce qui est possible pour vous aider en simplifiant les règles de la politique agricole commune. Nous vous remercions également pour votre protestation, pour vos manifestations, car elles nous ont permis de trouver des solutions et de donner une réponse positive à votre protestation. Ce message, je l'ai fait écouter à mes 3 interlocuteurs à Libramont. Première réaction, Léonard Théron. Je pense qu'on est en train de se rendre compte qu'il faut que les politiques publiques soient guidées par la base. Ce que j'entends dans son message, c'est la gratitude pour la protestation. De tout temps, en fait, la valeur des dirigeants a été mesurée à la stabilité de l'alimentation des populations. Le rôle, aujourd'hui, de notre Europe, c'est ramener de la cohérence. Et donc, ce qu'il faut pour le futur, c'est regarder les modèles qui marchent et surtout de la stabilité. Clotilde de Montpellier, agricultrice. J'entends de la reconnaissance et de la gratitude dans son propos pour les agriculteurs et en fait, ça résonne très fortement chez moi. Je suis impressionnée par le travail abattu par les agriculteurs. Nicolas Perrault, vétérinaire et membre d'une coopérative agricole. C'est sûr que c'est un message qui fait plaisir. Maintenant, je pense qu'il faut dépasser les mots, suivre avec des actes forts pour réconcilier agriculture et Europe. Avant de conclure ce podcast, je voulais partager avec vous une rencontre faite à Libramont. C'est celle de Manu Laruelle, un éleveur de la région de Liège, un agriculteur passionné qui, en avril 2024, a accueilli dans sa ferme en polyculture élevage les 27 ministres européens de l'agriculture, ainsi que le commissaire Janusz Wojciechowski. J'ai dit oui tout de suite. Ils étaient plus ou moins 120 à venir. Et voilà, et à la fin, je crois que tous les ministres européens avaient tous le même avis, c'est-à-dire qu'ils apprennent plus en visitant une ferme et en voyant comment on travaille plutôt que d'être dans un bureau. Et ils se sont rendus compte que voilà, on travaillait, moi j'essaye vraiment de travailler en circuit court et en circuit fermé. Le fumier que les bêtes produisent sert à nourrir les terres. Et donc, et les terres, on met dessus, par exemple, je vais prendre le cas de la betterave. La betterave, elle sort du sucre pour nourrir l'humain. Et le sous-produit de la betterave, c'est quoi? C'est la pulpe surpressée qui sert à nourrir nos vaches. Et nos vaches, elles produisent de la viande, du lait. Ces 2 protéines qui sont très nécessaires à l'homme. Et donc, ils se sont vraiment rendus compte que c'était une économie circulaire et que c'était pas du tout quelque chose d'intensif et que les bêtes n'étaient pas soignées avec du soja, avec des OGM. Et je crois qu'il y a vraiment une évolution positive et j'espère que ça va être efficace. Et ce sera le mot de la fin de ce 45e épisode de Nourrir l'Europe. Merci à tous mes interlocuteurs pour leur contribution à ce podcast. La prochaine fois que vous irez faire vos courses, pourquoi ne pas vous intéresser à la méthode d'élevage et à la provenance du produit ? Je vous donne rendez-vous à la rentrée pour un nouveau numéro. D'ici là, passez un bel été et comme toujours, prenez soin de vous. The entire agri-food sector bears the brunt of the climate crisis. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Proteste der Landwirte zeigen, wie wichtig der stratégische Dialog ist. La PAC, c'est plus du tiers du budget total de l'Union européenne. We have to find a new consensus on the future of agriculture.